Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour la présentation de ce magnifique projet Pôle Femmes-Enfants. J'ai le privilège de démarrer. Donc Marie-Cécile Poncet, je suis la directrice de l'hôpital d'Avicenne. Je suis la DGA du groupement hospitalier Paris-Seine-Saint-Denis et pilote de ce projet avec le professeur de Pontual qui est le chef de service de pédiatrie. Juste avant de démarrer, juste un regard sur cette magnifique fresque qui retrace en fait notre porte mauresque de l'hôpital franco-musulman de 1935 qui a changé de nom après. Alors pour présenter le GH rapidement, évidemment il est intégré à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Ce sont 38 hôpitaux répartis sur 6 groupements hospitaliers. Le groupement hospitalier Paris-Seine-Saint-Denis rassemble 3 hôpitaux, donc Avicenne à Bobigny, René Muret à Sevran et Jean Verdier à Bondy. Avicenne rassemble des activités de soins lourds et des forces interventionnelles. Jean Verdier est en train de se reconstruire dans un futur assez proche sur un projet ambulatoire universitaire innovant ouvert sur la ville. Et René Muret va consolider les SMR de spécialité et la filière gériatrique. Les hôpitaux du groupement ont des expertises fortes et s'inscrivent dans une dynamique d'innovation. À Avicenne, nous sommes le berceau d'une première mondiale, la greffe de trachée. Nous en avons fait 54 aujourd'hui. Expertise dans la rééducation et la neurologie avec le nouveau bâtiment à venir à René Muret. Nous avons 3 sites et 3 gros projets d'investissement. Et une expertise dans la prise en charge de la femme et de l'enfant, ce qui nous réunit aujourd'hui à Jean Verdier avec une maternité 2B. Évidemment, l'expertise femme-enfant va être développée et l'actuel hôpital de Jean Verdier ne permet pas ce développement. On a des locaux très vétustes et parfois inadaptés dans un fonctionnement, une organisation de soins et de prise en charge. Il y a eu des études de scénarii et de relocalisation étudiées en 2017. Et il y avait à l'époque 2 pistes envisagées, soit reconstruire au sein de Jean Verdier, soit transférer ces 2 activités femmes et enfants à l'hôpital d'Avicenne. Il y a eu un vote en CME en 2017, une instruction du capacitaire qui a été validée en 2018 et après une démarche classique que vous connaissez dans le choix du programme, une publication de l'appel à candidature, un jury de sélection, un dialogue compétitif et un choix du lauréat en 2023, puis des études jusqu'en 2024. De plus, il y avait évidemment des nouvelles attentes de modernité pour les parturientes et d'innovation dans ces disciplines et des attentes de proximité et d'ambulatoire pour répondre aux besoins du territoire. Donc, deux choses établies et actées. Une reconstruction à Jean Verdier avec une réorganisation du nouveau Jean Verdier qui sera tourné essentiellement sur l'ambulatoire et la construction du bâtiment femmes-enfants pour héberger les spécialités femmes et enfants et permettre leur développement. En termes de méthode de travail, c'est important de s'y arrêter une minute. Évidemment, pour définir ce projet, il y a eu des groupes utilisateurs au nombre de 16 qui ont travaillé pendant 1 an et demi. Alors comme dans tout projet, on embarque les équipes de proximité qui connaissent parfaitement ce qu'il faut faire et pas faire, et leur avis est essentiel. Et là, il y a une vigilance toute particulière. On ne construit pas un nouveau bâtiment dans un hôpital où les gens sont. Il va y avoir un transfert d'activité avec un transfert de 650 personnels. Et on a une vigilance particulière parce que Jean Verdier a déjà eu des transferts d'activité à Avicenne. Et quand on démunit un hôpital, c'est compliqué pour les équipes. Mais là, aujourd'hui, comme il y a en parallèle le nouveau Jean Verdier, ça redonne sens à celles qui vont rester. Et sur les ressources humaines, on accompagne l'ensemble des professionnels. On a fait une enquête au mois de mai 2023. 50% avaient répondu à l'époque. Un tiers voulait rester dans le nouveau Jean Verdier. Un tiers voulait être transféré à Avicenne. Et un tiers voulait se reconvertir ou partir. On redémarre une enquête là parce qu'on est encore à 2 ans et demi de l'ouverture. Quelques informations clés sur le PFE. Donc on va ouvrir à l'automne 2027. C'est un investissement de plus de 100 millions d'euros, 20 000 mètres carrés de bâtiments neufs éco-responsables, on y viendra, moderne et évolutif. Une maternité de niveau B, mais on va monter à 3 000 accouchements. On est autour d'une centaine de lits et beaucoup d'ambulatoires. Évidemment, regard, imagerie, bloc opératoire et biologie.
Pour finir, l'importance de l'architecture pour répondre aux enjeux, évidemment, ça va être largement discuté après moi. Donc, c'est vraiment créer un écrin pour développer l'expertise femmes-enfants, optimiser les liens avec les autres services et les autres bâtiments. Évidemment, on va avoir un impact avec un bâtiment actuel qui est le bloc opératoire et l'unité de chirurgie ambulatoire. Et puis, proposer un parcours patient le plus vite possible. Je vous remercie. Alors bonjour à tous, je vais vous présenter les enjeux architecturaux du projet. En quelques mots, les informations du projet pour qu'on ait quand même une vision un peu du bâtiment. Donc c'est la construction d'un nouveau pavillon femmes-enfants sur le site d'Avicenne qui regroupe un service d'ambulatoire, un laboratoire d'aide à la procréation et un centre de prévention de la fertilité. Nous avons aussi des hospitalisations et consultations gynéco-obstétriques, des hospitalisations et consultations de pédiatrie, bien évidemment un bloc obstétrical et un bloc de petits gestes et un service de néonatologie. Donc on voit qu'on avait différentes typologies de patientèle à accueillir avec des distinctions de flux. Donc ça a beaucoup influencé notre façon de travailler le bâtiment. La surface du plancher, on en a parlé, à peu près 20 000 m², un montant de travaux de 56,3 millions d'euros et une livraison prévue fin novembre 2027. Donc le groupement qui a été retenu lauréat de ce beau projet, c'est le groupement avec Rabot Dutiel Construction et AIA Life Designers. Pour l'architecture, l'ingénierie et l'expertise environnementale et aussi le paysage, accompagné de TPFI pour les lots VRD, électricité et acoustique. Donc le site est situé au nord-est de Paris sur la commune de Bobigny. Donc c'est le petit point rouge que vous voyez là sur la photo. On sait que c'est un territoire avec une population vulnérable et une partie de cette population est illettrée. Donc ça a beaucoup influencé aussi notre façon de concevoir le bâtiment et sa lisibilité et sa simplicité. Sur la photo de droite, vous avez une photo aérienne où on voit que le site est entièrement ceinturé d'une enceinte, ce qui est assez atypique pour un bâtiment hospitalier. Il est desservi par des lignes de bus et de tramway et bientôt la future ligne 15 va arriver. Et notre emprise du projet est située au nord-ouest de ce site. Donc les enjeux patrimoniaux qui nous ont beaucoup inspirés sont d'abord ces édifices remarquables qui sont le porche et la porte mauresque qui sont situés à l'entrée et aussi les façades du pavillon Larédé qui sont aujourd'hui classées. Donc un petit point historique sur ce bâtiment, il a été inauguré effectivement en 1935 et il est appelé à ce moment-là l'hôpital franco-musulman et il est destiné à accueillir les malades de confession musulmane résidant en région parisienne. Donc c'est un bâtiment de type mauresque qui a été édifié par les architectes Maurice Mantoux et Léon Azéma. En 68, il devient un hôpital universitaire et il prend son nom d'Avicenne en 78. Ce qui nous a aussi beaucoup influencé, beaucoup inspiré, ce sont le dessin des paysages existants, enfin surtout du jardin d'entrée existant, puisqu'on a un dessin de type classique, avec des damiers de pelouse, des alignants de bosquets et de platanes qui structurent les perspectives du site d'entrée et qui structurent aussi les accès aux différents bâtiments. Donc sur cette photo aérienne de projet, on voulait raconter comment on s'est inséré dans le site et comment on a conçu les accès à l'intérieur du site. Donc on s'est accroché complètement au cheminement existant qui est raconté dans le parcours du jardin historique et on a voulu aussi créer les mêmes creux d'entrée que l'existant, tout simplement. Alors ça, c'est une photo un peu aérienne qui montre le parcours du patient
C'est-à-dire que depuis la porte Mauresque, on chemine et puis on arrive sur notre pavillon de maternité. Notre enjeu principal sur ce projet a été quand même de dialoguer avec le patrimoine existant dans un dialogue respectueux et aussi très équilibré et pas d'être différenciant en tout cas. Donc petit à petit, on se rapproche. Là, on est à hauteur d'homme. On retrouve notre faille d'entrée qui est extrêmement visible et on commence à apercevoir notre hall. Comme je vous le racontais tout à l'heure, la population on a une population un peu en difficulté et l'idée c'était d'avoir une écriture et une lecture du projet extrêmement lisible. C'est-à-dire que ce site reçoit beaucoup de bâtiments et beaucoup de services et on voulait que depuis la porte Mauresque, on puisse apercevoir de façon intuitive notre bâtiment et l'entrée du bâtiment pour rassurer le patient. Donc voilà une perspective encore plus zoomée. Petit à petit, on va rentrer dans le bâtiment. Ce que je voulais raconter sur cette image, c'est que le rez-de-chaussée, c'est une réinterprétation des arches du bâtiment L'Arrêté, une réinterprétation très rectiligne, mais on voulait effectivement aussi avoir un clin d'œil avec notre patrimoine existant. Et là, l'invitation, on a créé un seuil d'entrée où on voit qu'à tous les étages, sur ce hall d'accueil, il se passe quelque chose et on a envie de découvrir ce qui s'y passe. Donc on rentre petit à petit. Dans un souci de simplicité des flux, on a notre banc d'accueil qui est face à l'entrée, une zone d'attente qui est dessinée au centre du carré avec un damier au sol qui, pareil, évoque l'architecture mauresque du site, et un escalier qui invite aussi à aller au premier étage. Le premier étage, c'est le lieu des ambulatoires adultes et femmes. C'est aussi le lieu du planning familial et du laboratoire d'aide à la procréation. Et pour les patients qui vont connaître petit à petit ce bâtiment, c'est une invitation à être acteur de son parcours. Ne pas avoir cherché où je vais et depuis la porte d'entrée, avoir un parcours très simple pour se retrouver au premier étage et aller dans le service dans lequel je dois aller. Sous la partie de droite, on retrouve les ascenseurs. On a 2 ascenseurs qui sont dédiés à l'enfant et 2 ascenseurs qui sont dédiés à la femme. Donc là, c'est une vue. Quand on est dans le hall, on a une vue sur le paysage extérieur dans l'alignement du cheminement historique. L'idée, c'est d'avoir toujours un repère visuel sur le territoire existant ou sur les patios qui sont à l'intérieur du bâtiment. Donc au premier étage, on a notre passerelle d'accès aux ambulatoires et au planning familial avec toujours un point de vue sur l'extérieur. Et au deuxième étage, qui est l'étage de la mer, sur le hall, sur la terrasse du hall, on a créé un jardin d'agrément qui est dédié aux visiteurs qui viennent visiter les nouveau-nés. L'idée aussi, c'était de ne pas recevoir les familles que dans les chambres des mamans, pouvoir cheminer dans ce bâtiment et y trouver un endroit agréable et un peu aussi à part du tumulte. Et donc voilà, et qui donne aussi à regarder sur le paysage extérieur. Et pour finir, dans les images, on a au niveau 2 le niveau de l'enfant, avec la création d'un espace de jeu, parce qu'on sait que les enfants, ils ont besoin aussi de se défouler, et ils ont leur terrasse dédiée. Alors sur les enjeux fonctionnels, on avait 2 enjeux forts, c'était la distinction des flux d'accès, donc le cheminement piéton, je vous l'ai déjà raconté, et les accès urgences et logistiques qui sont sur la partie ouest du bâtiment. Donc dissocier les flux. Et l'enjeu aussi essentiel, c'était la connexion avec l'existant. Parce qu'effectivement, dans le LARED, on a le bloc opératoire et le bloc ambulatoire. Et notre bâtiment est une extension de ce programme. Et il doit fonctionner, les 2 bâtiments doivent fonctionner ensemble. Et pour le personnel soignant, ce doit être complètement fluide. Donc voilà la petite matrice des flux qui raconte comment on a dessiné nos flux d'une façon extrêmement simple et lisible. C'est-à-dire que depuis le LARED, donc le bâtiment qui est en bas et qui est en gris, on a fait la continuité de la circulation existante là où sont accrochés les points de montée existants et on a continué cette circulation.
Ça, c'est la circulation qui est dédiée au personnel et aux malades couchés. Et perpendiculairement, on a mis notre circulation qui est dédiée aux patients ambulatoires. Forcément, le flux de l'axe rouge est positionné au plus proche des blocs opératoires et à l'intersection des deux bâtiments. Mais ce plan, en tout cas au niveau 1 et au niveau 2, fonctionne complètement ensemble. Et comme je vous le racontais, ce qui nous tenait à cœur, c'est d'être lisible et simple pour les utilisateurs et les patients. Et ces deux circulations sont ceinturées de patios qui sont des patios repères aussi. On a besoin d'avoir des points de vue sur l'extérieur. Alors très rapidement, c'est une axonométrie du projet. Donc au sous-sol, on a de la logistique et les vestiaires du bloc opératoire et de l'imagerie de coupe. Au rez-de-chaussée, on retrouve les urgences gynéco-pédiatriques qui sont en contiguïté des salles de naissance, qui, s'il y a un problème, sont en continuité des salles de césarienne. Et pareil, très proche de la néonatologie. Donc on a vraiment un parcours quasi de marche en avant très fluide. On retrouve aussi les urgences pédiatriques et bien évidemment notre accueil. Et là, on a deux connexions avec le LAR-Aidé. Au niveau 1, je vous l'ai raconté, c'est l'ambulatoire et le centre du planning familial et les laboratoires d'aide à la procréation. Le niveau 2, le niveau de la femme, et le niveau 3, le niveau de l'enfant. Et le niveau 4, ce sont les espaces du personnel. Et je vais laisser la main à Alexandre Sony pour la partie constructive. Donc en fait, les modes constructifs ils répondent en premier lieu à la modularité des plateaux. Une trame régulière des baies est exploitée à la fois sur les façades urbaines et sur les patios intérieurs. Et cette répétition autorise et permet de moduler et d'adapter les aménagements intérieurs. Avec beaucoup de liberté, puisque dans la phase conception, ce principe s'est avéré. On a pu adapter beaucoup de locaux intérieurs grâce à cette modularité dans les deux dimensions. Également, la limitation des porteurs centraux a été fiabilisée tout au long de la conception par le processus BIM qui a été mis en place à la fois pour la pré-synthèse et à la fois pour la micro-implantation des équipements. Ce processus en fait a été nécessaire afin de respecter la hauteur de 3,60 m des existants, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une extension d'un bâtiment existant. Et cette hauteur de 3,60 m n'est pas si simple que ça, eu égard à toutes les règles de traitement d'air. La pérennité des façades a été recherchée en utilisant des matériaux préfabriqués, architectoniques, et comment réalisés à l'aide de ciment blanc. Donc c'est le principal point qui apporte une pérennité en fait à la façade urbaine. Ensuite, l'emploi d'éléments préfabriqués remplissant la fonction porteuse isolante et de finition sont favorables à la maîtrise des nuisances des travaux vis-à-vis de l'existant qui est à proximité immédiate, et ne l'oublions pas, en fonctionnement, avec des services d'urgence à proximité immédiate en fait de la construction. Ces éléments participent pleinement à l'efficacité énergétique du bâti, en particulier le confort d'été, comme Jean-François Laborde, le responsable environnement d'AIA, va nous l'expliquer. Donc sur la démarche environnementale, on a coutume de dire que tout enjeu environnemental deviendra un enjeu de santé à court ou à moyen terme. Ce qui fait que la santé et l'environnement sont liés, et nous, dans la conception du projet, on s'est senti porté par le fait de mettre une démarche environnementale. Donc on s'est appuyé sur des certifications HQE. La certification HQE, elle date de 2008. Donc c'est un référentiel un peu ancien. On a voulu un peu explorer les thématiques environnementales de façon plus large en s'inscrivant dans une démarche E+C-, donc énergie carbone, ce qui nous permettait d'avoir un peu un regard sur les modes de construction qu'on allait employer. Et aussi, compte tenu du contexte et du jardin qu'il y a dans le site, mettre aussi une démarche sur la biodiversité. L'objectif, c'était pas de collectionner les labels, c'était vraiment d'offrir un bâtiment avec une qualité d'usage et d'être le plus au fait des bonnes pratiques de conception environnementale. On travaille aussi en lien avec la charte éco-maternité qui sera présentée juste après. Voilà. Ouais.
Alors, le bâtiment, il a évidemment été certifié HQE sur le référentiel santé 2008. Et on a petite particularité qu'on avait anticipée en phase de conception, c'est qu'on va migrer sur la nouvelle version du référentiel HQE. Je ne sais pas si beaucoup de gens sont au fait de tout ça, mais voilà, c'est un référentiel qui est actualisé et qui date de 2022. Donc on est vraiment à la pointe des démarches environnementales. En termes de démarche environnementale, alors on a une approche éco-constructive qui est portée par le label E+C-. Donc on a travaillé vraiment la sobriété énergétique du bâti. On atteint un niveau E3C1. Le niveau E3, c'est quasiment un niveau BPOS. C'est le premier niveau du BPOS. Et ça correspond à une économie de 30% par rapport sur les consommations conventionnelles. On l'atteint par une bonne isolation, notamment avec les prémurs. On atteint avec un travail sur la perméabilité à l'air, la ventilation et aussi grâce au raccordement à la chaufferie biomasse du site. Voilà. Sur le travail au niveau constructif et de la construction bas carbone, on atteint le niveau C1, c'est le premier niveau du label. Ça correspond à peu près à un seuil 2025 sur la RE 2020. Bon, pas tout à fait, mais voilà. On a réussi à atteindre ce niveau grâce à l'emploi du bon matériau au bon endroit. On n'a pas vraiment des procédés techniques extrêmement innovants, mais on a quand même une rationalité dans le bâti. On a un peu de vitrage, on a un ratio d'ouverture qui a été très travaillé entre ce qu'on voulait faire rentrer comme lumière et ce qu'on voulait perdre comme déperdition. Et voilà, le recours à la préfabrication des prémurs, ça nous a permis en fait d'avoir sur les bétons de travailler vraiment le côté bas carbone du béton parce qu'on préfabrique, donc on maîtrise toutes les conditions de coulage et on peut avoir des bétons vraiment très décarbonés. Et puis aussi, on a aussi travaillé avec Rabot du Tilleul sur les formulations de béton pour tous les bétons qui seront coulés sur site. Voilà. Ça, c'est l'approche sur la biodiversité. Donc, le projet, déjà, on s'est fait accompagner par un écologue là, pour mettre en place la démarche de biodiversité qui nous a un peu orienté sur les palettes végétales à retenir, à comment on favorisait l'accueil de la biodiversité, la faune, la flore au sein du projet, en diversifiant les strates, en travaillant le projet paysager. On a aussi eu un gros travail sur les toitures végétalisées du site, qui offre à la fois la possibilité de gérer intelligemment les eaux pluviales et aussi d'offrir aux usagers en fait des vues intéressantes depuis l'intérieur du bâtiment. Donc on travaille grâce au projet paysager un peu plusieurs thématiques en même temps. Et aussi une grande attention qui va être portée pendant les travaux sur le fait de perturber le moins possible la faune en faisant attention à l'éclairage la nuit, en gardant bien le couvre-feu, en travaillant sur évitant les pièges pour la faune, les tuyaux qui pourraient être des pièges pour les animaux. Voilà. Et en gros, cette démarche, il s'est trouvé qu'elle complétait très bien le référentiel HQE 2008 qui avait un gros trou sur la biodiversité. Donc le fait d'avoir anticipé ça, ça nous permettait d'avoir vraiment d'être en ligne avec les nouvelles versions de ce référentiel aussi. Voilà. Ensuite, on a travaillé sur le confort des usagers, donc avec les catégories habituelles qu'on travaille, c'est le confort visuel, donc en regardant vraiment, essayer de maximiser l'apport de lumière naturelle dans les chambres, d'avoir des vitrages clairs, d'avoir aussi des protections solaires extérieures mobiles qui permettent aux usagers de maîtriser les apports solaires ou leur niveau d'éclairement. Pareil pour le confort hygrothermique, donc un travail sur l'enveloppe thermique, le fait d'avoir des toitures végétalisées qui limitent l'ensoleillement. Et tout le travail autour aussi du ratio d'ouverture de la façade. Ensuite, on a travaillé aussi sur la qualité de l'air intérieur, avec une vision sur le contexte et le contexte de qualité d'air du site. Travailler aussi la filtration pour maîtriser l'air neuf qu'on va faire rentrer dans le bâtiment, avoir les bons débits, avoir un débit d'air neuf qui soit adapté à l'occupation, donc pour pas avoir de déperdition énergétique trop importante. Donc on pilote avec des sondes de CO2 dans les espaces à occupation intermittente.
Et ensuite, le recours à des matériaux, là, tout le travail qu'on a fait sur le choix des matériaux qui sont mis en œuvre pour avoir des matériaux qui sont labellisés A+, ou avec d'autres certificats. Voilà. Il y a aussi également un travail qui est fait aussi en phase d'exploitation, mais qui est un travail de sensibilisation des futurs occupants, parce que toutes les procédures d'entretien, de maintenance, de nettoyage des locaux, ben c'est aussi des choses qui perturbent la qualité d'air intérieur. Et voilà, donc ça c'est un peu développé aussi dans la charte éco-maternité. Je terminerai juste sur quelques points qui vont un tout petit peu au-delà des certifications et qui favorisent le confort des usagers. Donc on a vu la relation à la nature et tous les percements qu'on a dans le bâtiment pour faire rentrer de la nature au niveau des terrasses et des patios. On a aussi mis en place des principes de design actif, c'est-à-dire qu'au niveau du hall, on a un escalier monumental qui permet d'encourager les gens, quand ils rentrent dans le bâtiment, à utiliser les escaliers plutôt qu'à prendre directement l'ascenseur. Les principes d'orientation intuitive, on voit que toutes les circulations sont éclairées naturellement, ce qui fait qu'on a à chaque fois quelque chose qui accroche l'œil et qui nous permet de nous repérer dans le bâtiment. Et puis le chantier en site occupé, sur lequel grâce à la méthodologie de façade en prémur, on va limiter grandement les nuisances sur le chantier et améliorer comme ça le confort des usagers. Voilà. Et sur la démarche, la charte éco-maternité, voilà, je vais laisser la parole à Léa. Merci beaucoup. Donc là, je vais vous aborder un peu l'aspect. Je suis conductrice d'opération du projet, donc pour la PHP, et je vais vous présenter justement une démarche qui est toute nouvelle et qu'on essaye de développer, et en particulier sur un projet de construction. Donc c'est la charte éco-maternité. Donc vous avez vu, il y a de nombreux référentiels de labellisation qu'on cherche à atteindre, mais on a toujours cet aspect vraiment environnemental qui fait pas forcément le lien avec l'aspect santé. Et aujourd'hui, avec cette charte, on a souhaité apporter une approche complémentaire sur l'aspect travaux, mais sur d'autres aspects aussi, puisque la charte éco-maternité est là pour orienter les maternités de la PHP et ailleurs sur une démarche donc qui repose sur le One Health, qui part du principe que en fait tous les sujets environnementaux vont avoir un impact sur la santé et inversement. Et donc de cette manière-là, l'objectif c'était de faire en sorte de voir comment intégrer cette charte dans un bâtiment, donc une charte qui repose sur l'occupation des locaux, leur utilisation, leur entretien, la sensibilisation auprès du personnel, mais aussi l'ensemble des équipes. Donc en particulier, on parle par exemple des 1000 premiers jours de l'enfant. Donc c'est une période qui est extrêmement sensible, donc du moment où l'enfant est conçu en quelque sorte et jusqu'à ses 2 ans, tous les éléments auxquels il va être exposé vont avoir un impact direct sur sa santé et sur la santé des générations futures. Donc l'important c'était que l'hôpital puisse s'inscrire vraiment dans ce contexte-là, et que le bâtiment ne soit plus uniquement un aspect technique de la santé, mais vraiment partie prenante, et en tout cas il y a un minimum d'impact. Merci. Donc en particulier, il y a un élément qui est très important, c'est le sujet de la qualité de l'air, qui est déjà un élément très connu dans le monde hospitalier. Quoi, je veux dire, c'est pas nouveau qu'aujourd'hui on se préoccupe de la qualité de l'air dans des locaux de soins. En revanche, ce qui vient être un peu plus proche, c'est que déjà on vient faire une sensibilisation auprès de l'ensemble des équipes qui vont toucher à la maternité, donc des équipes médicales, paramédicales et techniques, en leur parlant de tous les éléments qui peuvent avoir un impact sur la santé, et en particulier à aller chercher les sources de pollution. Donc aller se dire, ok, aujourd'hui on va construire un bâtiment, quels sont les éléments qu'on va pouvoir choisir en pleine conscience, de manière à ne pas avoir un impact sur la vie des personnes qui vont être soignées dans ces bâtiments-là, qu'ils viennent pas accoucher dans une maternité pour une dizaine, vingtaine d'années plus tard avoir un impact de ce à quoi ils auraient été exposés. Donc dans ce cadre-là, la qualité de l'air est extrêmement importante, et elle repose effectivement sur le choix des sols souples, des cols, des peintures, d'énormément de revêtements, des mobiliers, et puis plein d'autres éléments. Donc les engagements principaux sur la partie maintenance et travaux étaient à propos justement de ces sujets, mais l'objectif c'était de pouvoir donc mettre en place dès la conception du projet ces éléments pour que la maintenance puisse avoir lieu, et aussi donc par exemple éviter l'utilisation de produits chimiques pour faire du nettoyage, comment on met en place le nettoyage vapeur, est-ce que les matériaux sont capables d'y résister, quels sont les éléments à bien porter.
Donc, c'est un environnement qui doit être mieux pensé et qui est là pour que les équipes puissent appliquer, en tout cas respecter les engagements qu'ils auront pris à travers cette charte et que tous les éléments soient assez aisés à mettre en place. Le dernier élément sur lequel je voulais revenir, c'était un sujet qui nous a beaucoup travaillé. C'était en quoi est-ce que il y avait plein d'éléments techniques qu'on pouvait mettre en place dans un bâtiment pour chercher à atteindre ces sujets de santé, mais il y a aussi tout un impact sur la fonctionnalité du bâtiment. Donc je vous en ai un peu parlé avec justement comment on choisit des matériaux pour que le nettoyage vapeur puisse se faire, donc ça c'est aussi un peu de la fonctionnalité, mais on avait aussi des éléments qui étaient, donc par exemple le local qui est présenté juste là, qui était un élément qui n'était pas forcément prévu, et au fur et à mesure en travaillant cette charte et en travaillant avec les équipes, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire dans une maternité de pouvoir sensibiliser aussi les parents, les futurs parents, et de leur expliquer comment est-ce qu'ils pouvaient avoir chez eux un minimum d'impact sur la santé de leurs enfants, mais aussi avoir des bonnes pratiques et savoir comment s'occuper de son enfant tout court. Je veux dire, il y a une formation auprès des parents qui se faisait déjà en maternité par le passé, mais qui aujourd'hui venait intégrer cet aspect environnemental en plus. Et dans ce cadre-là, du coup, on a travaillé sur un espace qui est un peu un appartement témoin en quelque sorte, et qui venait être un endroit où on pouvait d'une part montrer des gestes du quotidien, comment les appliquer, quels produits utiliser, aussi mettre en place des solutions qui ont été créées par la PHP comme Mon Écologie, une vitrine qui vient intégrer les différents espaces de la maison, comment les traiter, comment vivre dedans, et donc qui sera présente dans cet espace éducationnel, mais aussi d'avoir un espace qui soit modulable pour accueillir plusieurs familles et aussi les professionnels, afin de faire des groupes de sensibilisation, de formation, et de pouvoir vraiment être un vrai lien entre les équipes qui vont y travailler, les personnels qui pourraient intervenir dans ces locaux-là, mais aussi les parents sur tous les aspects justement, alors je vais dire environnementaux, mais d'une manière plus large de santé en fait. Et donc l'objectif de cette charte et de son inclusion dans le projet, c'était de concevoir un bâtiment qui allait au-delà de juste construire une coque qui allait accueillir un projet de maternité, mais vraiment de travailler chaque élément pour faciliter la prise en compte de tous ces sujets, le respect de ces engagements, et essayer d'apporter une évolutivité au projet. Par exemple, l'ensemble des offices ont été dimensionnés pour pouvoir accueillir, si c'était nécessaire, la mise en place d'une vaisselle réutilisable, et donc les espaces pour les nettoyer, les stocker, et les flux qui étaient nécessaires. Donc au final, c'est un peu la conclusion de tout ce projet et qui se construit justement autour de cet aspect-là, c'est que le bâtiment n'est plus un élément secondaire de l'aspect hospitalier, mais que ça devient lui-même un vrai acteur de santé, pour que chaque espace et la fonctionnalité totale du bâtiment permettent donc de devenir un support de la prévention, et particulièrement un outil de sensibilisation et de vie dans un environnement plus éco-responsable et donc plus respectueux de la santé, je l'espère, pour les 50 au moins prochaines années. Ben voilà, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Alors vous avez dit que c'était un site qui était protégé, et vu qu'avec la façade arabisante, est-ce que c'était quelque chose, enfin est-ce que c'est un site qui est protégé dans le sens où inscrit ou classé monument historique, il fallait faire des procédures administratives supplémentaires pour faire ces... C'est un site qui est protégé, donc qui n'est pas inscrit, mais on a consulté les ABF, bien évidemment, pour notre projet. Donc effectivement, c'est un site qui a vécu une histoire qui a imposé de pouvoir le protéger sur ces aspects-là. Donc c'est la porte Morès qui est la symétrie du site ainsi que la façade. Et donc les ABF ont été consultés tout au long du dialogue compétitif qui a mené au choix de ce projet, de manière à pouvoir construire un bâtiment qui reste en cohérence, qui respecte l'identité du site au niveau des couleurs, de sa dimension et aussi de son aspect, puisque il s'intégrait vraiment dans l'ouverture du projet sur la ville et sur du projet, de l'ensemble de l'hôpital et du site sur la ville et son inscription donc complète.
Parce que, pardon, vous avez dit que c'était une extension, donc c'était un bâtiment qui était existant et vous avez rajouté... Alors, aujourd'hui, on a le bâtiment L'Arrêt, donc qui est le bâtiment historique du site, auquel on vient on parle d'extension parce qu'en fait, on vient se greffer à travers des couloirs, des circulations. J'appellerais pas ça des passerelles parce que elles sont pas en suspension. Mais donc, du coup, si tu veux compléter. Ouais, donc effectivement, peut-être sur les visuels du projet, on voit un peu mieux. Bah là, par exemple, on le voit bien. On a donc sur toute la continuité du site le bâtiment L'Arrêt, donc est partagé en plusieurs bâtiments, qui est donc le bâtiment historique, et le PFE vient donc se brancher sur L'Arrêt. Avec donc il y a aux différents niveaux, ça dépend. Il y a des fois où on a des blocs opératoires qui sont en commun, donc on a vraiment des locaux en commun entre les deux locaux, entre les deux bâtiments. Mais la plupart du temps, on est sur des couloirs de circulation entre les deux bâtiments puisque les activités sont interdépendantes. Donc en fait, vous avez réhabilité les bâtiments qui sont existants. Il n'y avait pas de bâtiment. Alors, il y avait un bâtiment ici qui a été démoli, qui est en cours de démolition là. Ce soir, il est terminé. Mais c'était un bâtiment qui accueillait une crèche et des logements, donc pas du tout dimensionné dans le même volume que le PFE, qui vient manger un peu plus du terrain pour accueillir les 20 000 m². Merci. Bonjour. Il me semble que vous êtes sur un territoire de santé un peu complexe, madame. Et je voulais savoir s'il y avait des questions particulières sur la gestion des flux qui me semblent potentiellement importants sur votre accès des urgences. Je ne sais pas comment ça a été imaginé. Juste avant de laisser la parole, le 93, c'est 2 millions comme l'intramuros, avec 2/3 de l'offre de soins en moins. Voilà, en fait, effectivement, la gestion des flux, on avait des urgences gynéco-obstétriques et également des urgences pédiatriques avec un SAS ambulance commun. Donc on voit, alors je sais pas si je peux pointer, mais en gros, l'idée, c'est qu'on a un flux qui est complètement distinct, c'est-à-dire qu'ici, on a notre entrée pédiatrique et ici, on a notre entrée gynéco. Et il fallait pas mélanger les flux quand ils viennent de leurs propres moyens et par rapport au flux des urgences du SAS. Donc, c'était effectivement un petit peu compliqué à mettre en place, surtout qu'ils ont un accueil plus ou moins commun. Ils ont une salle de déchocage commun, ils ont des locaux communs entre eux. Donc, tous ces locaux-là sont au milieu. Et après, ils se déroulent comme ça. Et on a l'imagerie aussi interventionnelle qui est commun à ces deux services d'ambulatoire. Donc, c'était un petit peu complexe, on va dire, mais on a réussi à mettre tout ça en musique. Voilà. Et par rapport au site global, le PFE vient donc s'intégrer dans un site existant. Mais il va avoir sa propre entrée, son propre espace d'accès et ses propres urgences, donc sa propre entrée des urgences. Puisque aujourd'hui, pour le site d'Avicenne, l'entrée des urgences se situe à l'opposé. Et donc, c'était important de pouvoir séparer ces deux flux pour garantir le bon fonctionnement de ces urgences, de pas emboliser la rue Marcel Cachin sur lequel va s'ouvrir le PFE et de permettre un accès en continu. Donc, on a l'accès logistique et l'accès des urgences du PFE qui arriveront sur cette rue-là, alors que les autres accès pour le reste du site hospitalier se font sur la rue Romain Roland qui est de l'autre côté. Merci beaucoup pour votre écoute et puis bonne journée à tous.